Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez ici à Paris ou connectés à distance. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir pour cet événement sur le hors-site, un mode constructif innovant qui apporte une réponse aux difficultés du secteur de la construction et aux évolutions des normes. Alors certes, ce mode constructif, évidemment, ne remplace pas le mode de construction classique, mais il permet toutefois de proposer, en fonction des cas d'usage, une réponse à un besoin de construction rapide, une réponse aussi lorsqu'il s'agit de réduire les nuisances pour les riverains, ou encore de participer à la décarbonation de la filière du bâtiment. Les questions que nous allons aborder ce matin font particulièrement écho aussi au dispositif que nous avons mis en place à la Banque des Territoires. En effet, c'est via l'entreprise Toit Temporaire Urbain. Donc, c'est une entreprise qui propose des bâtiments mobiles et modulaires et que nous avons accompagné grâce à notre accélérateur et qui est maintenant en résidence ici même au Hub des Territoires. Hello Camille. Et c'est avec donc Toit Temporaire Urbain que nous avons commencé à identifier le sujet du hors-site. La rencontre de ce matin permettra d'analyser et de mieux comprendre à travers des récits territoriaux, et on remercie les élus présents ce matin, le sujet du hors-site, ses avantages, ses prérequis et surtout les cas d'usage intéressants, de comprendre concrètement comment on peut faire du hors-site. C'est bien vraiment là la vocation du Hub des Territoires, partager les retours d'expérience, les solutions concrètes, favoriser les échanges sur les défis actuels et futurs des territoires. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec une première séquence qui va permettre de poser le sujet, notamment en vous restituant les grands enseignements du guide sur la construction et la rénovation hors site qui a été élaboré par la Banque des Territoires. Ensuite, une deuxième séquence mettra en avant des retours d'expérience. Et enfin, nous verrons avec les équipes du programme et du Rénov', n'est-ce pas Nicolas, les possibilités d'accompagnement en ingénierie pour les collectivités qui souhaiteraient mobiliser le hors-site dans la rénovation de leur bâti scolaire. Alors, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, les nombreux contributeurs en interne, mais aussi l'écosystème qui s'est fortement mobilisé autour de l'élaboration de ce guide. Un remerciement également adressé à la CET et à Hors-Site Conseil qui nous ont accompagnés à la fois pour le guide et l'organisation de l'événement. Alors, une dernière petite minute, une minute de publicité. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter Hub des Territoires, je vous invite à le faire. Elle est mensuelle. Vous y retrouverez toutes les informations relatives à notre programmation publique. Et d'ailleurs, le replay de cet événement sera disponible dans quelques jours sur le site de la Banque des Territoires, mais ne nous quittez pas néanmoins, restez bien, puisque vous aurez les infos maintenant en avant-première. Et parmi les événements à venir et qui pourraient vous intéresser, nous avons engagé il y a quelques mois un cycle d'événements sur la sobriété foncière. Alors, nous avons déjà organisé 3 événements et un 4e arrive le 17 octobre prochain sur la préservation et la restauration des sols. Et maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à Diane Collier, chargée de mission innovation et données territoriales à la Banque des Territoires pour vous présenter le programme de la matinée et pour la féliciter pour l'organisation de cet événement et la coordination du guide. Merci Diane. Merci Blandine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux en distanciel et en présentiel aussi au Hub des Territoires. Je suis Diane Collier, donc je suis chargée de mission innovation territoriale et numérique au sein de la Banque des Territoires. Et donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du hors-site. C'est un sujet que l'on a détecté il y a bien maintenant 1 an de cela. Et c'est un sujet qui est venu surtout autour de discussions que l'on avait avec des collègues à l'investissement, mais aussi autour d'entreprises qui nous en ont parlé, et aussi autour de discussions avec Toit Temporaire Urbain. On avait détecté le besoin d'acculturer et de sensibiliser l'écosystème au hors-site. Et en fait, ce sujet-là, finalement, c'est vraiment pour nous, à la Banque des Territoires, un sujet à la croisée de nombreux chemins, et surtout de nombreux de nos axes stratégiques, que ce soit nos axes de transition environnementale, de rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit des sujets aussi de cohésion territoriale, avec la redynamisation et la réindustrialisation des territoires, tout ce qu'on peut faire autour du hors-site et des circuits courts. Et donc ce sujet, finalement, la croisée des chemins, on l'a détecté aussi via l'accélérateur d'impact territorial groupe. Blandine en a parlé en introduction.
qui est un dispositif qui accompagne les solutions innovantes de la Banque des Territoires. Et donc, je fais une petite dédicace à Chloé Friedlander qui avait vraiment vu ce sujet monter. Et puis nous, on a essayé de s'en emparer et d'en faire un guide qu'on espère le plus pédagogique possible. Alors, je vous propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, ce que c'est un peu le guide, ce guide pratique. Donc, ça fait partie d'un corpus documentaire un peu plus large de la Banque des Territoires, qui est un corpus documentaire autour des guides pratiques. Alors, on est une banque qui a, et la Caisse des dépôts a plus de 200 ans d'existence. On est là pour assurer une certaine stabilité, une certaine accompagnement aussi dans le temps long, que ce soit via le financement, aussi via tout le suivi de projet que l'on peut faire. On est là aussi pour documenter certains sujets, et c'est ce qu'on fait via ces corpus documentaires, via ces guides pratiques. On est là aussi pour impulser de nouveaux sujets, explorer de nouvelles pistes, et c'est ce qu'on a fait finalement avec le hors-site. Alors Pierrick Martin de Hors-site Conseil va m'accompagner pour cette première partie. Et est-ce que tu peux nous dire, Pierrick, un peu ce que c'est que le hors-site? Pourquoi on parle de construction hors-site? Est-ce qu'on peut parler aussi de rénovation hors-site? Alors merci, merci pour la confiance de la Banque des Territoires, et j'en profite aussi pour remercier l'association de filière Hors-site France qui a beaucoup participé à la rédaction du guide, puisque l'objectif était d'en faire un outil à l'usage aussi de la filière, et comment les territoires pouvaient rencontrer la filière, donc ça a été un vrai enjeu. Aujourd'hui, quand on parle de construction ou de rénovation hors site, tout d'abord, il faut comprendre que, alors, il y a plein d'avantages, il y a plein de risques, on est dans une innovation. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment le hors site peut être un outil au service des collectivités et plus globalement des maîtrises d'ouvrage pour accélérer, pour changer un peu les méthodes de construction. Donc on ne parle pas seulement de matériaux hors site ou de procédés hors site, on parle bien d'une méthode de construction et de rénovation hors site. Ça nous semble extrêmement important. Et concernant les collectivités qui voudraient s'emparer de ce sujet, on a bien un sujet on va modifier la manière d'envisager la construction du projet et comment on va embarquer un certain nombre d'acteurs autour des enjeux qui sont les principaux. Si on vient à la définition de base, on est tous à peu près d'accord aujourd'hui pour dire que le hors-site, c'est une méthode de construction ou de rénovation qui vise à déplacer une partie des travaux hors du chantier. Alors, pour l'ensemble des gens qui ont déjà construit quelque chose, ça se fait déjà à petite échelle. Et effectivement, l'objectif aujourd'hui avec ce guide, c'est de se dire comment on passe à une échelle un peu complémentaire pour pouvoir accélérer la décarbonation, les développements de projets et comment on inclut, on va dire, le hors-site dans des projets à l'échelle de chaque territoire, avec plein d'autres choses, notamment des écosystèmes qui peuvent se construire et donc des enjeux de réindustrialisation et plein d'autres sujets. Donc voilà. Et donc, à travers ce guide que vous pouvez trouver en ligne, on va vous mettre, pour ceux qui sont en distance, le petit lien de téléchargement. Et vous pouvez aussi trouver en version imprimée. On a voulu en fait répondre à plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce que le hors-site? De quoi parle-t-on? Et quels sont ses avantages, ses inconvénients? On a voulu aussi mettre en évidence comment on peut faire ce hors-site, et puis mettre en évidence aussi un certain nombre de projets qui ont déjà été élaborés. On a une douzaine, que ce soit des projets en rénovation ou en construction sur du logement, sur du bâtiment scolaire. Et donc mettre aussi en évidence le fait que on est en effet sur un sujet nouveau, mais finalement qui existe quand même et qui est bien pris en compte par l'écosystème du BTP depuis quelques années. Et mettre en évidence aussi les sujets du fait qu'on ait des démonstrateurs déjà qui existent. Et derrière, ça amène un certain nombre de questions, comment on peut faire passer à l'échelle aussi cette filière autour du hors-site. Je propose qu'on passe sur la partie les avantages. On va commencer par des choses positives, Pierrick. Les avantages de la construction hors site. Après, ce sera un peu compliqué. Les avantages de la construction hors site, pendant les 6 mois où on a pu travailler, on a essayé de retracer un petit peu ce qui pourrait encourager une collectivité à utiliser le hors site. Et ça nous paraissait intéressant de pouvoir vraiment les lister et de lister les enjeux des collectivités et ce sur quoi le hors-site pouvait se situer. Donc le premier sujet, c'est le délai, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, on arrive à faire des collèges, des lycées, des crèches et on va dire des équipements publics et du logement également à des vitesses quand même
assez incroyable vis-à-vis de la construction traditionnelle. Et donc ça, c'est un des premiers enjeux qui nous semblait nécessaire de lister. La deuxième chose, et ça devient non négligeable aujourd'hui, c'est la nuisance vis-à-vis des riverains, puisqu'effectivement, on est sur des chantiers courts, avec moins de main-d'œuvre sur place, avec des livraisons qui peuvent être en décalage, qui peuvent être gérées, et donc on a vraiment une réduction de ces nuisances. La qualité et la technicité des bâtiments, aujourd'hui, ça veut dire que vous allez fabriquer des éléments de vos bâtiments dans une usine avec des plans d'action qualité, avec des process industriels. Donc forcément, on est un peu en disruption avec le bâtiment. Une maîtrise des coûts, pour la simple et bonne raison que le hors-site implique un déplacement de l'effort d'ingénierie. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où on va vendre le bâtiment, on est déjà allé très loin dans les études. Donc, on a tendance à vraiment maîtriser la manière dont on va le construire. Donc, on va éviter éventuellement quelques travaux complémentaires et quelques dérapages, ce qui arrive parfois quand on fait des bâtiments. Foncier inexploitable, alors pourquoi ? Parce qu'on peut faire du léger, parce qu'on peut faire du démontable. Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait avec TTU, avec d'autres structures qui sont en train de se monter, il y a quelques projets non négligeables d'exploitation provisoire qui permettent d'exploiter des terrains pendant 5 ans, 10 ans, peut-être même un peu moins. Enfin, on va réduire l'empreinte carbone, parce que la construction décarbonée, elle est souvent hors site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du bois, du métal, du béton bas carbone, parce qu'il ne faut pas oublier que le béton fait partie, quand il est préfabriqué, du hors site, et c'est une des premières filières aujourd'hui en France. On va aller chercher du carbone, et puis de la stabilité de l'emploi, du confort, de l'attractivité du territoire. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le hors site, c'est pas des méga usines situées à l'autre bout de la France qui vont approvisionner tout le territoire. C'est aussi un maillage régional, un maillage territorial. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire qu'une collectivité peut réindustrialiser son territoire. Quand on est dans une usine en France et partout en Europe, on est plutôt à 30% de femmes présentes dans l'usine, là où dans le bâtiment, on est à 1,6. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, il y a tout un enjeu sociétal autour. Et ça, les territoires peuvent s'en emparer. On est OK ? On est pas mal sur les avantages. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la partie un peu limite ? Parce qu'on en a vu quand même un certain nombre lorsqu'on a fait ce guide. C'est pas toujours évident à faire. Alors, c'est pas évident parce que d'abord, il va falloir changer la manière de penser les choses. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on va parler de co-construction, on va parler de co-conception. Et on va devoir choisir les enjeux sur lesquels on veut vraiment aller. C'est-à-dire qu'on peut, si on fait un cahier des charges à rallonge parlant d'à peu près tous les enjeux actuels du bâtiment, on va obtenir un ventre mou qui est rarement propice au hors-site. Donc le hors-site, il implique ce changement-là. C'est-à-dire que dans l'ingénierie et dans le montage du projet, il va falloir prendre des décisions extrêmement rapidement. Et il va falloir tenir un planning en développement, en chantier et en conception qui ne correspond pas aux pratiques habituelles. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que si on parle de coûts de travaux aujourd'hui, si on se met dans un mode d'innovation, effectivement, aujourd'hui, il va falloir la payer, cette innovation. Je vous rassure tout de suite, si aujourd'hui vous faites des collèges, des crèches ou des choses comme ça y est, on commence à savoir le faire. Et puis quand on rénove une école, effectivement, si on pense au fait de rénover une école en hors-site, ce sera plus cher qu'en traditionnel. Mais si vous le faites en 2 mois et donc vous n'allez pas avoir une école provisoire en attendant, finalement, au coût global, ce sera peut-être un peu moins cher. Et là, c'est un autre sujet sur le prix. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à parler économie globale, avec l'exploitation, avec la durée des travaux, avec la gestion de projet, et puis aussi les équipes disponibles dans chaque territoire pour gérer les projets. C'est-à-dire que quand vous pouvez enchaîner des projets en 12 mois à la place de les faire en 24 à 36 mois, en fait, vos équipes de maîtrise d'ouvrage peuvent déployer plus de projets. Ça veut dire que vous allez aussi avoir des sujets internes de structuration. Et puis derrière, il y a des filières encore en cours de structuration et une manque de formation et d'information. Ça, c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous allez lancer des travaux, des projets, suivant le taux de maturité des filières et des technologies que vous voulez employer, il va y avoir plus ou moins d'entreprises capables de vous accompagner, plus ou moins de concepteurs capables de vous accompagner et plus ou moins de bureaux d'études, bureaux de contrôle. Enfin, l'ensemble de la chaîne de valeur est en train de se former et en train de progresser. Et donc là, sur les territoires, il y a un vrai enjeu. Est-ce que des filières régionales, des filières territoriales se mettent en place et que les gens puissent se rencontrer? C'est-à-dire qu'en fait, on parle bien d'un concepteur, d'un maître d'ouvrage et d'entreprises qui vont réaliser.
Et enfin, un élément qui est hyper important, on ne va pas opposer le bâtiment et le hors-site. Le hors-site est un outil au service du bâtiment, c'est-à-dire que ça n'empêchera pas que vous ayez besoin d'ouvriers sur votre chantier, de conducteurs de travaux, et encore plus, il va falloir faire des fondations, il va falloir faire des VRD. Donc en fait, le hors-site va vous permettre d'amener une brique sur votre chantier, mais un chantier reste un chantier, et donc l'ouvrage va devoir être adapté à son climat, enfin à son environnement. Donc n'opposons pas le bâtiment et le hors-site. C'est un des freins principaux qu'on n'a pas mis là, mais c'est vraiment un outil au service du bâtiment. Donc voilà. Alors on a essayé aussi dans le guide de retracer un peu les étapes de mise en œuvre d'un projet hors-site. Pierrick l'a indiqué, le hors-site a plein d'avantages, des prérequis aussi. On n'est pas obligé de faire un bâtiment en 100% hors-site. Ça peut être aussi des éléments 1D, 2D, 3D que l'on apporte un certain pourcentage dans le bâtiment. Et donc on a essayé un peu de retracer les 4 grandes étapes quand on veut se lancer dans un projet. C'est finalement 4 étapes un peu classiques de suivi d'un projet, mais on semble trouver intéressant de les rappeler et surtout de les mettre en lien avec notre objet. Le premier, c'est d'identifier les raisons de pourquoi on fait du hors-site. Et vous le verrez par la table ronde qui suivra. On a tout un tas de raisons possibles. Parfois, c'est pour décarboner le bâtiment que l'on veut construire. Souvent, c'est aussi pour des questions de rapidité d'exécution. Mais derrière, on l'a vu et puis on le verra, ça n'apporte pas forcément un coût moindre pour construire ce bâtiment. On a aussi des contextes urbains qui sont parfois complexes, et vous verrez dans une des monographies qu'il y a dans le guide sur des contextes urbains qui sont complexes d'accès, ou alors où il y a déjà eu du bâti, le hors-site peut apporter une solution. On parlait de rapidité aussi d'exécution, mais aussi la réduction des nuisances pour le voisinage, notamment sur, encore une fois, des contextes urbains tendus ou des contextes où on va accueillir du public. Je pense notamment à tout ce qui est rénovation du bâti scolaire, par exemple. Et puis, quand on fait du hors-site, et particulièrement quand on fait une partie de hors-site en modulaire, on a aussi une certaine évolutivité, une certaine adaptabilité possible du bâtiment. Alors, tout cela, Pierrick a commencé à l'indiquer, hein, ça suppose tout de même de s'outiller aussi en interne, et en interne au sein des maîtrises d'ouvrage, de comprendre de quoi on parle, et surtout de comprendre les modes de contractualisation qui sont possibles. Ça suppose de rédiger des cahiers des charges adaptés, avec une certaine précision. Ça suppose aussi de se poser la question, est-ce qu'on passe en marché à bon de commande, comment on structure notre accord cadre. Ça suppose aussi, si on parle de hors-site avec une logique de décarbonation du bâtiment, ça suppose aussi de sourcer les acteurs qui sont présents sur le territoire, qui sont capables de faire du hors-site, qui sont capables de faire du hors-site aussi en biosourcé et en géosourcé. Je me permets juste de rajouter une chose. C'est vrai que pour nous, aujourd'hui, c'est devenu naturel, mais le hors-site, ce n'est pas que du module. C'est pas que les boîtes. Aujourd'hui, le hors-site, c'est des murs ossature bois, c'est des murs en structure métal légère, c'est des murs en briques préassemblées. Aujourd'hui, le nombre de solutions est assez important, et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'en fonction des territoires et des enjeux de chaque territoire, on voit des nouvelles solutions apparaître. C'est des balcons, c'est des salles de bain, c'est des gaines techniques, c'est des toitures préfabriquées. En fait, le nombre d'éléments est assez important. Après, le taux d'industrialisation de vos opérations, c'est un autre enjeu. Mais par contre, ne nous disons pas le hors-site, c'est je vais faire des modules. C'est aussi comment je pense mon ouvrage pour que, en fait, cet immeuble que je veux adapter à son environnement, au lieu de le refaire comme un prototype à chaque fois, je vais aller chercher des composants et je vais les mettre. Je vais demander à un architecte et une maîtrise d'œuvre de s'emparer de ces composants pour produire le meilleur ouvrage possible. Ensuite, sur le bon outil, sur le bon mode de contractualisation, ça fait toujours peur aujourd'hui. C'est un enjeu. L'association de filière travaille dessus, on travaille dessus. Beaucoup de gens se posent la question. Ça marche déjà très bien. C'est juste qu'il faut revenir à la loi et se poser la question de quel est le bon sens de la commande publique. Et effectivement, ce n'est pas
que du MGP ou que pour les bailleurs sociaux de la loi MOP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on innove, on met des process, on a besoin de certains sujets d'innovation. On sait faire plein d'autres choses. Donc, l'association travaille dessus en ce moment, donc je pense qu'ils reviendront vers vous, mais c'est assez important. Et puis, suivre et gérer votre premier projet, le truc important, c'est on ne crée pas de contre-démonstrateurs. C'est-à-dire que si vous vous lancez-vous pas forcément sur des choses hyper compliquées, hyper techniques. On peut commencer par simple, une petite crèche, une petite extension, j'ai besoin de 2 classes dans l'école d'à côté, ou j'ai besoin de faire du logement un peu rapidement parce que j'ai un enjeu social sur mon territoire. Là, on peut y aller. Les démonstrateurs sont des innovations, il faut en faire, il faut les multiplier pour, à l'échelle de chaque territoire, faire que la technologie existe. Mais la réalité, c'est que vous pouvez aussi vous lancer sur des choses très simples. Et cette simplicité, elle va vous amener l'adhésion de vos équipes, l'adhésion des collectivités aussi environnantes et l'adhésion complète de l'écosystème dans lequel vous venez vous intégrer. Donc voilà, de mon côté, j'ai fini. On vous a mis quelques images, vous en retrouvez pas mal aussi dans le guide, de bâtiments qui ont été faits en hors site. On a fait pour une douzaine de cas d'usage un peu des sortes de focus, de monographie. Et je vous propose qu'on accueille les participants à la table ronde, parce que je pense que qui peut mieux parler de hors site que ceux qui en font. Et donc j'invite Christophe Lanier, qui va DGA Conseil à la CED, qui va animer cette table ronde autour de retour d'expérience de projets hors site. Eh bien, merci à vous pour cette séquence introductive. Merci. Je vais appeler les différents intervenants de la table ronde qui vont partager avec nous des exemples concrets à venir sur scène. Donc Céline Beaujelin, déléguée générale de l'association de filière hors site France, Jean-Paul Mottier, maire adjoint de la ville de Rhêmes, et également Jean-Michel Maurer, maire de la ville de Trilleport, et enfin Cathy Simon, qui est vice-présidente en charge des collèges au département de l'Isère. Donc vous pouvez me rejoindre sur scène, et pour la centaine de personnes qui sont connectées, le guide, comme pour tous ceux qui sont dans la salle mais qui ont accès au guide en version papier, le guide est téléchargeable sur le site de la Banque des Territoires et de ses différents partenaires dès maintenant, donc vous pouvez le récupérer. Merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Peut-être première question que je vais adresser à Céline Beaujelin, qui occupe le poste de déléguée générale d'une association qui est toute nouvelle dans le paysage français, qui s'est créée il y a quelques mois. Peut-être nous dire un mot sur l'association et puis ensuite de nous livrer une réaction par rapport à la présentation qui a été faite des grands éléments du guide sur la construction et la rénovation hors site. Céline. Merci beaucoup. Alors l'association, c'est aujourd'hui une centaine d'adhérents. En fait, c'est une plateforme d'échange sur le hors-site. Donc on va avoir des donneurs d'ordre, des aménageurs, des bailleurs sociaux, des promoteurs, et ils sont assez nombreux. On va avoir des industriels de la construction, on va avoir des entreprises générales de la construction, des architectes, et des assistants maîtrise d'ouvrage, des bureaux de contrôle qui ont tous la particularité de faire du hors-site. En fait, c'est un lieu de faiseurs de hors-site qui, ensemble, mutualisent et cherchent à travailler en intelligence collective pour pousser le hors-site un petit peu plus loin. Voilà pour l'association. Alors, peut-être en réaction, j'ai vu qu'on avait le droit à un peu d'impertinence. J'espère que je ne vais pas dépasser la bonne dose. Mais, sinon, j'attraperai le micro aussi. D'accord, ça va très bien. Moi, je viens du mal logement. Et j'ai fini par comprendre au bout d'un moment que si on n'arrivait pas à construire, on ne résoudrait jamais la problématique du mal logement. Je pense qu'on a une sorte de responsabilité collective aujourd'hui à se réinterroger sur pourquoi est-ce qu'on est dans cette crise qui n'est pas conjoncturelle mais qui est bien systémique. Et dedans, il y a un sujet autour de la manière dont on produit du logement, ou de la construction quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais parce qu'il y a les enjeux environnementaux qui viennent s'ajouter à ça. Si on regarde bien, depuis l'après-guerre, on n'a pas fait évoluer nos procédés constructifs. Je pense que les toupies de béton, c'est quelque chose d'assez culturel, mais qui fonctionne bien, qui est facile aussi, qui est complètement partagé. Et Pierrick l'a très bien dit. Là, le sujet maintenant, c'est d'apprendre à travailler autrement. Donc, on a une courbe d'apprentissage qui est compliquée. Ça a commencé, et je pense que je vais laisser parler les faiseurs aussi, mais je pense que c'est ça qui va ressortir aussi des discussions. Voilà, donc une responsabilité collective. Alors on pourrait se dire, mais après tout, c'est le rôle des industriels que d'évoluer, de faire évoluer, sauf qu'on est dans une filière qui est complètement segmentée.
Et si vous attendez des industriels qu'ils portent à eux seuls cette évolution, je pense que dans 100 ans, on en parle encore. On n'est pas dans l'industrie de l'automobile où il y a 4 acteurs et qui arrivent à imposer en chaîne un certain nombre de choses. On est sur des milliers d'acteurs dont on ne peut pas dire que c'est une filière hyper fédérée non plus, c'est-à-dire que chacun travaille un peu dans sa parcelle, dans sa ligne d'eau. Et pour accompagner le changement, ça, c'est compliqué. Donc, le rôle des donneurs d'ordre, c'est bien d'avoir cette impulsion et de permettre l'innovation. Merci. Effectivement, sur tous les sujets dont on va parler, qui est la fabrique de la ville, l'aménagement du territoire, d'une manière générale, on voit bien à quel point le fait qu'on ne peut plus réussir à mener des projets tout seul dans son coin. Enfin, c'est pas le secteur public qui va mener tout seul des projets tout seul dans son coin. Évidemment, le secteur privé non plus tout seul dans son coin. Peut-être, je vais vous passer la parole, Cathy, Simon, et je vais vous poser tous les trois en première séquence la même question, puisqu'on a envie d'avoir des illustrations de projets concrets qu'on vit sur le terrain. Peut-être la première question, c'est quels sont les projets vous avez menés sur votre territoire, et puis surtout pourquoi vous êtes lancé dans des expérimentations ou une autre façon de faire. Et c'est jamais facile de convaincre dans sa propre maison de s'y prendre différemment, puis ensuite de réussir à le faire concrètement pour de vrai. Alors, bonjour à toutes et tous. Nous avons eu 2 gros projets sur la construction hors site, un collège entièrement et une maison des territoires. Donc, une maison des territoires, pour vous expliquer brièvement, c'est une décentralisation du conseil départemental de l'Isère sur les différents territoires. Alors, pourquoi avoir choisi leur site ? Tout simplement parce que le collège Lucie Aubrac, que nous avons fait comme cela, a été brûlé. Donc un acte malveillant, volontaire, donc un établissement entièrement brûlé. Il a fallu très vite reconstruire, tout simplement parce que les enfants n'avaient plus d'endroit où être scolarisés. Donc on a dû rénover sommairement un établissement que nous avions à côté pour pouvoir les accueillir, le temps d'une construction. Et donc on s'est tourné sur cette construction hors site. Alors pendant une période qui n'était pas forcément propice, c'était la période de Covid. Mais en tout cas, il nous fallait aller vite, trouver des structures qui puissent avoir tous les avantages que vous avez énoncés tout à l'heure, et puis reconstruire en un temps record. C'est-à-dire, on s'était donné 17 mois, et puis cela s'est fait en 20 mois, mais ce qui est quand même extraordinaire. Premier exemple, donc un collège, peut-être Jean-Paul Mottier. Pareil, quel est le projet que vous avez mené sur votre territoire, et puis également quels en ont été les facteurs déclenchants. On échange. J'ai peut-être pas. Ça va marcher maintenant. Ça va mieux aller. Le facteur déclenchant, c'est que quand vous avez une école qui date de 1963 et qui est dans son jus, et que la directrice de l'école vous dit vous savez, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud, parce que moi je viens avec le thermomètre dans la classe et il fait 39. Quand on parle d'égalité des chances à l'école, 39 degrés, vous vous doutez bien que nos petits gamins, difficile de trouver la concentration pour bien avancer. Donc voilà, confronté à la réalité, il fallait relever le gant. On avait commencé à entamer ce programme de rénovation de nos écoles. On a passé la surmultiplier avec la nouvelle équipe municipale. Dès 2020, en plein Covid, il y a eu une opportunité. Faut savoir être opportuniste. Un appel à projet européen financé par l'Interreg. Si certains d'entre vous ont déjà certainement entendu parler d'Energy Sprong, donc il y a un procédé constructif venu des Pays-Bas, importé en France, qui portait d'abord sur le logement social et qui voulait se faire la main sur les bâtiments scolaires. On y a répondu, on a été retenu, on a même été les premiers à être retenus, et on a saisi cette occasion pour entrer dans une école qui se voulait être un démonstrateur européen. Alors tout de suite les grands mots, mais derrière ça veut dire quoi ? Ça veut dire école à énergie zéro, une qualité optimum en matière de confort pour les utilisateurs. On l'entendait tout à l'heure, un chantier à réaliser le plus vite possible, sans confondre vitesse et précipitation. Je pourrais en reparler. Et avec tout ça, on s'est retrouvé sur la ligne de départ, au début de l'année 2022, pour réaliser cette école, qui accueille 250 élèves, grosso modo, 20 salles de classe. Et c'était parti. Je vous raconterai la suite tout à l'heure.
Un peu de teasing, donc un collège, une école, et peut-être de votre côté, en Seine-et-Marne, Jean-Michel Morer, quel exemple vous avez mené? 2 exemples. Premier, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire qu'on a réalisé à la fois une rénovation. Alors c'est pas une rénovation, c'est carrément un bâtiment scolaire, réfectoire, et puis accueil périscolaire et centre de loisirs. Mais au préalable, nous avions fait en 2021-22 une chaudière, puisqu'on a fait un réseau de chaleur. Et toute la chaudière a été faite hors site parce que tout simplement c'est positionné sur l'accompagnement d'une filière émergente qui est la filière chanvre et qu'on a essayé localement, parce qu'on y croit beaucoup, d'accompagner dans sa progression. Alors à 2 niveaux, donc au niveau en tant que commande publique, mais au niveau en tant que maire, et puis en travaillant d'ailleurs notamment avec les gros initiateurs de l'association hors site, puisque on développe des projets avec I3F et puis Grand Paris Aménagement. On est un écoquartier à Triport qui est l'encre de lune. Il a fallu beaucoup travailler d'ailleurs pour Grand Paris Aménagement, se rendre compte que la filière biosourcée est une vraie opportunité. Mais je rappelle que la filière biosourcée, elle est importante et intéressante quand elle est contextualisée, qu'elle est géolocalisée. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Et très clairement, à partir de là, eh bien, avec Pierre Pelot, notamment d'I3F, on est en train, on fera partie des 4 démonstrateurs en Ile-de-France de biosourcés. Alors, on a réussi à amener le chanvre par l'isolation, mais qui seront sur d'autres solutions. On est à la fois sur une filière émergente, des filières émergentes. Le fait aussi que, et moi je vais y aller cash, c'est que globalement le bâtiment c'est quelques lobbies au départ. Et que leur site, par définition, quand on parle de biosourcés, quand on parle des géolocalisés, on change le paradigme, on change les acteurs, on change le système. Et que la vertu, il faut des fois il faut oser la rechercher pour petit à petit l'imposer. Moi, quand je vois par exemple le béton qui accepte un peu de chanvre maintenant, la question c'est faut-il du béton, même s'il y a du béton de chanvre. Et on a fait une première nationale, on a fait un premier collectif en 3 étages sur du béton de chanvre projeté. Qui a été ouvert il y a 18 mois. Les locataires y vivent très bien. Et ça nous a amené, nous, à rebondir sur cette expérience et à se rendre compte qu'effectivement, leur site, alors avec plein de précautions, avec une appréhension, on va dire, globale, systémique, le sourcing est essentiel, mais pas que, il y a les modes opératoires, etc. Et ne jamais oublier que quand on fait un objet qui doit être un lieu d'épanouissement, la désirabilité doit être aussi au rendez-vous. Si on fait un blocos et on fait des boîtes de savon, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'association, je ne suis pas l'avocat de l'association, loin s'en faut, mais il est important qu'il y ait des endroits où à la fois se confrontent les nécessités économiques, de l'industrialisation. Il ne faut pas avoir peur du mot à des moments donnés, mais il faut se méfier du mot, parce qu'effectivement derrière, il y a toujours une contextualisation de bâti, en fonction d'un environnement local, mais également aussi, il faut savoir faire ce que depuis belle lurette on ne sait pas faire, c'est-à-dire réconcilier les habitants avec le collectif, avec le vivre ensemble et avec la ville. Et quand je dis ça, je dis quoi ? Pourquoi maintenant vous prenez 10 gamins dans une classe, peut-être pas dans les dom-toms pour plein de raisons climatiques, mais globalement, le logement idéal, c'est la maison, la voiture et le jardin. Vous dessinez rarement le logement, le collectif, etc. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour tout le monde, la profession évidemment, et puis aussi les élus. Peut-être parce qu'on apprend aussi des difficultés qu'on rencontre, Cathy Simon, dans le projet qui a été mené dans votre département. Si on regarde le verre à moitié vide et qu'on se demande quelles ont été les difficultés qui ont été rencontrées, puis après on s'intéressera au verre à moitié plein, mais qu'est-ce que vous avez rencontré, alors à la fois peut-être, je ne sais pas, en interne d'un point de vue politique ou après d'un point de vue pratique dans la conduite du projet, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées, comment vous les avez surmontées ou comment vous y avez fait face. Et on peut mettre une planche où on a des photos du projet que vous avez mené, ça permettra aux uns aux autres en présentiel comme à distance de voir de quoi on parle concrètement, parce qu'effectivement on parle de lieu de vie. Alors, la première des difficultés, ça a été une problématique sociétale déjà. Alors, on ne va pas développer vraiment tout ce qu'il y a derrière, mais on arrive sur un établissement entièrement brûlé, dans un quartier défavorisé.
Et donc, la problématique était déjà posée, c'est-à-dire où est-ce qu'on reconstruit, comment on reconstruit, avec quels matériaux on reconstruit. Quelque chose d'assez intéressant a été dit. Il faut rendre le lieu... moi, j'ai l'habitude de dire pour mes collèges, je veux les rendre sexy, parce que j'ai envie que les enfants et les gens qui travaillent dans nos établissements aient envie d'y venir et de se réapproprier les valeurs de la République et le fondement de l'instruction. Donc la première des difficultés était d'abord une difficulté sociétale parce qu'il a fallu convaincre l'ensemble du quartier à reconstruire in situ, et je dis bien in situ parce que c'est ce qu'ils ont voulu, le collège. Donc quand vous reconstruisez au même endroit, alors qu'il a été brûlé par les personnes habitant le quartier, il va falloir faire preuve de persuasion. Et puis surtout, il va falloir aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, vite, mais sans la précipitation. L'autre problématique que nous avons eue, une petite crise est passée par là, une crise sanitaire. Ça a été une livraison de 72 modules que nous avons fait fabriqués en hors site. 72 modules qui arrivent, mais avec des problématiques à la livraison, puisqu'il y avait eu des soucis d'approvisionnement. Et donc, sur ces 72 modules, il manquait les huisseries, toutes ces choses-là. Et donc, il a fallu se réinventer et réinventer le chantier pour pouvoir pallier à toutes ces problématiques-là. Donc, oui, il y a eu quelques aléas, mais... ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que nous l'avons reconstruit entièrement. Donc, on n'est pas parti de l'existant. Tout a été rasé pour reconstruire entièrement. Et c'est là où le hors-site est assez intéressant. Lorsqu'on a quelque chose d'assez standardisé, on peut faire de belles choses et on peut rendre l'établissement assez sexy. Donc, ça fait, c'est un chantier qui nous a pris beaucoup de temps, mais beaucoup en amont finalement pour convaincre la population, pour convaincre aussi, vous l'avez dit, des équipes qui ont l'habitude de la construction. Moi, je remercie ma directrice de la construction qui est là parce que c'est une autre façon de travailler, ce sont d'autres procédés, c'est d'autres engagements et puis c'est aussi un vrai engagement politique que nous avons pris pour faire travailler la filière bois, pour travailler sur du local, pour être vertueux, comme on nous le demande aujourd'hui. Et donc, c'était important de le faire et de s'inscrire dans cette démarche. Et effectivement, je pense qu'on parlait de désirabilité ou de faire du beau ou d'esthétisme. Quand on regarde les photos, puis on va le voir sur les différentes photos des projets que vous avez menés, on voit que... je pense que la population est pas capable. Je pense qu'on n'est pas capable de faire la différence entre, en termes d'esthétisme, entre une construction hors site ou une construction qui ne l'est pas finalement. Donc, parce qu'il y a un imaginaire collectif qui perdure encore, de se dire, on imagine des Algeco qu'on empile ou des conteneurs de marchandises qu'on empile pour faire des chambres d'étudiants, mais c'est plus du tout ça dont on parle aujourd'hui. Et puis peut-être le deuxième élément, c'est comment dans vos organisations les uns les autres, c'est aussi un sujet de conduite du changement et de transformation et de minimiser la prise de risque. Parce qu'effectivement, si on se dit on va partir comme ça et que pour une raison ou pour une autre, ça ne se passe pas comme prévu, effectivement, on prend un risque peut-être soi-même quand on pousse à changer les modes de faire. Oui, et puis c'est aussi un changement pour nous des pratiques. Tout à l'heure, on parlait en effet de pouvoir faire changer nos pratiques. Ça a été un changement pour nous de nos pratiques puisque nous sommes allés à la rencontre de la population, des riverains, des usagers quasiment tous les mois pour expliquer l'évolution du chantier, comment nous allons travailler ensemble, comment il fallait les écouter et comment justement les faire revenir dans de bonnes conditions dans un établissement qui aujourd'hui a toute sa place et qui est très bien implanté dans le périmètre urbain. Il ne le dénature pas, bien au contraire, il a apporté quelque chose de très nouveau dans le quartier avec des enfants et j'allais dire des usagers parce qu'il y a aussi nos agents, il y a aussi les équipes éducatives qui se l'ont complètement approprié. Jean-Michel Moret, on va mettre aussi les photos du projet que vous avez mené. Est-ce que vous avez rencontré une ou deux difficultés majeures pendant le projet ou est-ce que tout s'est déroulé comme un long fleuve tranquille ? Non, le projet il a un peu évolué. Là, en fait, ça c'est avant l'été. En fait, c'est un chantier qui aurait dû théoriquement durer à peu près 13 mois, qui va durer un peu plus, puisque finalement, on va l'ouvrir juste après la Toussaint pour des raisons de déménagement de cuisine. Donc, il faut qu'on ait une dizaine de jours. Oui, il y a des difficultés. Mais nous, ça, en fait, c'est un itinéraire. Il y a un philosophe qui disait que l'identité est une trajectoire. En fait, on est venu hors site par le biosourcé.
C'est-à-dire que très clairement, très tôt, on a fait un écoquartier qui date on a été un des premiers, la plus petite ville postulante à l'appel à projet nouveau quartier urbain, ça s'appelait, c'était pas sexy comme appellation, ça avait été initié par Jean-Paul Huchon, et on a, je crois que la deuxième plus petite ville, nous on a 5000, à l'époque on n'avait même pas 5000 habitants, elle doit avoir 60 000 habitants, et puis on est sur des villes de 150 000, 200 000, en fait l'appel à projet a été fait pour les grandes villes. Et donc sur cet écoquartier, on avait pris des parties qui étaient de reconstruire la ville sur la ville, de protéger les espaces ouverts, et puis de rapprocher bien évidemment l'habitat du transport, parce qu'on a une gare qui est à moins de 5 minutes, 10 minutes de l'écoquartier, et surtout de travailler la piste des biosourcés. Alors à l'époque, ça faisait un peu, on était pour Lausanne, pour le biosourcé, et enfin, bref, que des trucs qui n'étaient pas hype à l'époque. Il a fallu reconstruire, puis surtout trouver les moyens, parce que reconstruire la ville sur la ville, beaucoup en parlent, mais il faut s'y coller, quoi. Et donc à partir de là, on avait sourcé, je prends 2 minutes, mais ça montre aussi le raisonnement. On avait sourcé le chanvre comme hyper intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a une eau un peu pourrie en Seine-et-Marne, et il faut savoir que c'est l'eau et le réservoir en fait aussi de Paris. Alors si Paris a une eau pas terrible, ça vient aussi de Seine-et-Marne, et c'est en fait le fruit de la culture intensive. Et donc il était important de trouver un vecteur qui puisse amener à cultiver autrement. Et le chanvre nous est paru une belle opportunité, parce que c'est une plante. À l'époque, on ne parlait pas trop de réchauffement climatique, mais qui consomme peu d'eau, et qui surtout ne nécessite pas de produits phytosanitaires. Donc c'était l'Eldorado. Par contre, il n'y avait pas de marché. Et il y avait des illuminés agriculteurs qui cultivaient du chanvre. Donc on s'est intéressé à ça. On avait sourcé dans un premier temps l'utilité en se disant, tiens, si on fait un réseau de chaleur, parce qu'on pensait déjà au réseau de chaleur, eh bien ça peut le faire avec les agropellets, vous associez le chanvre et le bois. Alors il y avait 2 soucis majeurs, enfin 3. Premier souci majeur, alors technique, c'est qu'il fallait avoir, pour lancer une chaudière, une certitude sur le volume sur des années. La filière était émergente de chanvre, c'était discuté, c'est pas sûr. Et puis une traçabilité du bois. Or, alors là, sur la traçabilité du bois, on ne savait pas d'où ça venait. Le bois, il n'était pas forcément cultivé comme il fallait, élevé comme il fallait, etc. Donc, c'était pas pour nous intéressant. Et troisième handicap social, politique, c'est qu'il fallait développer pour asseoir le coût du réseau de chaleur et s'associer avec des gros majeurs qui font pas ça que par grandeur d'âme et puis sens de l'innovation. Il fallait surtout sortir tous les appartements et les maisons. Alors quand vous faites un écoquartier qui globalement va représenter 25-20% de votre population et que vous pensez que l'acceptabilité aussi de développer une ville, c'est accompagner, c'est prendre le temps. Les villes champignons, en Seine-et-Marne, ça pousse beaucoup, mais on n'est pas chez Disney à Trillport. Et donc, on n'a pas retenu l'hypothèse. Et on s'est toujours intéressé à cette filière. Et petit à petit, on y est venu par l'isolation, puisque au départ, 100% de leur production, ils l'exportaient en Allemagne. Ils rachetaient, ou des gens rachetaient le produit fait transformer en Allemagne. Ils ont racheté la chaîne de production des agriculteurs, avec peu d'aide publique, d'ailleurs, je tiens à le souligner, et donc ils y croyaient. Et donc à partir de là, ils ont produit de la chanvre, et ils l'ont amené de telle manière qu'on pouvait isoler avec. Donc on a été la première commune de Seine-et-Marne à isoler avec le chanvre, malgré des assurances, parce que ça a été un peu compliqué, et paradoxalement, donc, on pouvait rénover le bâti avec le chanvre. Là, il n'y avait pas de problème. Le SDIS les pompiers ne s'en mêlaient pas. Par contre, faire une rénovation, enfin faire des bâtiments nouveaux avec du chanvre, c'est beaucoup plus compliqué. Ça plombait le dossier en termes de structure, etc. Bon. À partir de là, on n'a pas lâché. Et on s'est rendu compte que derrière la chanvrière, il y avait aussi possibilité de faire du bâti, béton de chanvre projeté. Donc là, pareil, on y a été. Une opération de logement dans l'encre de Une, la première qui a été livrée, donc c'était un R+3. Il a fallu se battre avec le CSTB, qui a fait toutes les misères du monde aux bailleurs, qui est Foyer et moi, je tiens à saluer, parce que vraiment, ils ont eu du cran, pour valider effectivement cette technique. Alors, ça s'est fait au plus mauvais moment de la saison, novembre-décembre. Pour le chanvre, c'est pas Gégène. Par contre, très clairement, et puis je me suis rendu compte que la technicité, heureusement qu'il y a une super entreprise qui a fait le boulot, parce qu'on aurait une entreprise moyenne, ça n'aurait pas été terrible. À partir de là, il y a eu cette réflexion avec des archis, ce retour d'expérience, parce que je vous parle de ça, mais c'est une histoire qui commence sur le chanvre 2018-2020, pour livrer le bâtiment en 2023 avec le Covid, etc. C'est à peu près ça. Et j'ai accompagné l'émergence de la filière chanvre avec une structure qui s'appelle Wallop Préfa.
Avant, c'était Planète Chanvre qui fournissait le champ projeté, etc. Alors, c'était génial. 13 km et demi de la ville, ça venait en vrac, et on projetait sur le chantier même le champ sur le bâti, avec des problématiques architecturales. C'est un compromis. Le CSTB n'était pas super innovant, mais il a progressé, je tiens à le dire. Demain, je reçois le CSTB à Trilport sur le nouveau bâti. Et petit à petit est venu leur site. Est venu leur site sur une technicité qui était les cloisons, les murs, bois à chanvre. On a fait une chaudière. Alors pareil, le SDIS me dit, mais attention, le chanvre, ça va... Alors que le chanvre, il n'y a rien de mieux contre le feu. Il y a eu des tests qu'on a fait en grandeur nature pour valider et lever les liens à point. Donc on a fait un réseau de chaleur. Alors on a choisi le gaz parce qu'on voulait faire de la cogénération, donc on fournit la cogénération. Et le réseau de chaleur, en fait, c'est un micro-réseau de chaleur, puisque globalement, il y a une salle des fêtes, il y a 2 écoles, et puis le bâti que vous voyez là. C'est 1000 m². Et donc là, il est livré un peu en retard. Donc on doit le recevoir la semaine prochaine. Donc là, c'est les bâtis, mais pour montrer aussi le fait qu'on est sur de l'hybride, puisque globalement, c'est du 100% site, mais avec du béton au milieu pour asseoir, etc. C'est un bâtiment qui a une certaine élégance. Alors le projet I3F est un peu plus compliqué parce qu'on est sur une résidence sociale jeune de 86, du R+3, et donc ce sera du 100% hors site, et on en est au stade du PC, donc là vraiment, ça a été un parcours d'obstacles. Et puis on reviendra sur les alertes et comment il faut vraiment savoir raison garder sur certaines options stratégiques par rapport à ces projets. En fait, on voit qu'effectivement, c'est un chemin. C'est un chemin, et puis c'est un sujet de coopération permanent, public-privé, où il faut qu'on apprenne tous à mieux travailler ensemble. Peut-être Jean-Paul Mottier, vous, sur le projet que vous avez mené, on va le voir s'afficher sous nos yeux. Si j'appuie sur ça peut être annoncé arriver tout seul. Quels enseignements là vous en avez tirés, et puis quels défis vous avez dû relever à la fois en interne avec les équipes de la ville et en externe avec les différents partenaires qui gravitent ou qui concourent à un projet immobilier? 2 difficultés majeures. La première, c'est la mauvaise surprise auquel on s'expose tous quand on fait de la rénovation. Il ne faut pas partir l'esprit complètement libéré. Ce serait faire une erreur. Ce bâtiment qui datait de 63, il avait fait en 93 l'objet de renforcement de structure. Du coup, nous, on pensait que c'était réglé. On avait tous les PV. Sauf que quand on est monté sous le plénum du dernier étage, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des malfaçons. C'est-à-dire qu'on s'était fait, on va dire le mot très clairement, arnaquer sur la façon dont a été fabriqué ce bâtiment. Et ça, on l'a découvert, ça faisait 2 mois que le chantier était engagé. On était parti, du coup, donc très mauvaise surprise. Cela, il a fallu s'adapter. Dieu merci, là c'est le côté positif. Un groupement d'entreprises qui a bossé avec nous, régional. Je le dis tout le temps, si j'avais une major, je ne sais pas si j'y serais pas encore. Là, je me suis retrouvé avec des gens du coin avec qui on pouvait discuter, et on a trouvé les bons arrangements pour faire avancer ce projet et tenir notre date de livraison. Je le rappelle, on commence les travaux en septembre 2022. On devait livrer en septembre 2023. Sauf que là, renfort de structure, 2 mois supplémentaires sont affichés pour faire le job. Sauf que nous, nos gamins, il fallait qu'en septembre 2023, ils rentrent dans l'école. Alors, on avait adopté une solution que nous avait proposée d'ailleurs l'entreprise, qui a été de faire finalement, je passe les détails, ce qu'on a appelé une école tiroir. En clair, à un moment donné, face à cette difficulté, on est allé louer tous les porte-à-cabines de la région Hauts-de-France. On les a mis dans la cour d'école, qui est, comme je l'ai toujours dit, un tarmac d'aéroport. 2000 m² de bitume et de macadam. Bref, on avait largement la place d'avoir encore une cour d'école et de faire une école provisoire. Et on a fonctionné comme ça, et ça nous a permis de rentrer dans les délais. Voilà. Première difficulté. Et je rejoins mon collègue sur la deuxième difficulté, sur les matériaux biosourcés. Je vous le dis sincèrement, il a fallu qu'on se bagarre avec le bureau de contrôle
pour qu'il accepte qu'on mette de la laine de bois en l'isolant extérieur, dans notre structure hors site, dans notre principe constructif d'isolation par l'extérieur hors site. On n'est pas complètement arrivé à nos fins, on va se dire les choses clairement. C'est un de mes plus grands regrets. C'est-à-dire que sur nos façades, en fait, un matin, j'arrive sur le chantier et je vois des grands rouleaux de laine de roche. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Alors que c'était très clair. Tout devait être fait en matériaux biosourcés. Sauf qu'ils étaient là. Ils avaient été commandés, payés par l'entreprise. Bref, parce que le bureau de contrôle, mais ça je l'ai su après, j'ai réussi à remettre ensuite tout le monde autour de la table, lui il n'entendait pas de cette oreille. Sauf que nous on ne l'entendait pas non plus de cette oreille. Donc il y a eu, d'ailleurs on a été accompagné par les collègues du CD2E, qui est une assoce régionale qui milite pour toutes les actions qui peuvent participer à la transition écologique. Avec des techniciens de haut vol qui nous ont accompagnés. On s'est un peu frictionné avec le bureau de contrôle. On a débattu. Voilà, on a débattu, mais on va dire ça comme ça. Non, mais c'est une réalité. Alors, attention, c'est plus des histoires d'individus, finalement, que de société. Hein. C'est vrai que moi j'ai été atterré de voir, c'est une jeune femme, mais ça aurait pu être un jeune homme de 30 ans, quand on lui parlait de utiliser du bois dans la construction, qui nous dit clairement, ah non, le dossier je le repasse à mon collègue. Hein. Voilà, en 2023, puisqu'on est en 2022, puisqu'on est en 2020. Bon, il y a une question, on parlait d'acculturation tout à l'heure, il y a du boulot, il y a encore du boulot. Hein. Bref, donc deuxième difficulté, ça a été celle-là, ça a été de faire en sorte qu'on ait un maximum de matériaux biosourcés. Bon, force de bagarre, on a réussi à faire en sorte que les pignons soient en laine de bois avec un enduit projeté, que le plénum en sous-toiture soit en ouate de cellulose projetée, idem sous les comment dirais-je, les faux plafonds du préau. Bon, on a réussi à en mettre, bon an mal an, 40%. Hein. L'objectif, c'était quand même d'en mettre 100%. Donc vraiment, ça a été les deux grosses difficultés. Mais après, je vous parlais de choses oui, après, on va positives rebondir sur les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui nous écoutent. Mais Céline, par rapport à ce qui vient d'être indiqué, en creux, on parle de effectivement comment on travaille ensemble, comment on fait bosser des personnes d'horizons différents, comment on crée de la désirabilité, comment on concerte la population, comment on tient les délais... notamment quand on parle des écoles, parce qu'effectivement, si c'est livré, même avec une semaine de retard, ça pose quand même un certain nombre de questions aux parents et aux élus. Qu'est-ce que vous retenez là des points qui sont évoqués sur des sujets très précis, finalement, à une échelle nationale? Comment est-ce qu'on met ça en perspective par rapport au fait de vouloir faire progresser l'ensemble de la filière? Moi, je pense que ça a été très bien dit. Il y a un sujet de montée en compétences collectives. Hein, voilà. Et d'ailleurs, quand moi j'en discute avec les industriels, ils me disent mon premier problème, c'est que j'ai en face de moi des gens qui ne savent pas ce dont je parle et qui ne sont pas en capacité de poser ce que je leur propose de poser. Donc il y a un sujet de montée en compétences, il y a un sujet de sensibilisation, mais ça démarre par les maîtres d'ouvrage et par les donneurs d'ordre, et ça c'est important, parce que ça a été dit tout à l'heure, mais piloter une opération de hors-site, c'est pas du tout la même chose que de piloter une opération classique. Ça nécessite, tout se joue au niveau de la conception. Donc ça nécessite de tout penser à ce stade-là. Ça veut dire de mettre tout le monde autour de la table. Et ça, effectivement, c'est plus tout à fait non plus culturel. Donc là, il faut réapprendre à faire confiance aux industriels, aux bureaux d'études, aux bureaux de contrôle, qui sont des sachants. Et moi, je vous rassure, hein, je connais des gens hyper sachants sur le sujet. Donc, je suis peut-être plus positif que vous, je sais que ça existe. La question maintenant, c'est de partager cette connaissance. Donc, il y a des sujets de formation. Moi, je serais ravie d'apprendre que tous les architectes du monde, et surtout les Français, soient formés demain sur ces questions du hors-site, les ingénieurs. Enfin, il y a vraiment un sujet de... Bon, et qu'est-ce qu'on fait de tous les architectes qui sont aujourd'hui en emploi, enfin, qui sont aujourd'hui ceux qui tracent les plans? Comment est-ce qu'on les aide à se former? Parce que c'est pas anodin, ce changement de pratique. Donc, monter en compétences, y compris la maîtrise d'ouvrage. Il y a une question sur la commande publique, on l'a dit, enfin, vous avez assez peu, c'est Pierrick qui en a parlé, il y a vraiment un sujet aussi de mettre à l'aise, en fait, les acteurs sur ça. Ça a été dit aussi, dans la courbe d'apprentissage, il y a un sujet d'accélérer la bascule en technique courante. C'est-à-dire que là, on est sur des sujets un peu nouveaux, avec des matériaux nouveaux,
avec des choses qu'on connaît mal collectivement. L'idée, c'est très vite d'accélérer cette courbe d'apprentissage pour que l'innovation bascule en technique courante et qu'on n'ait plus de problème d'assurabilité, de tout ça. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'accélérer ça, parce que c'est très important. Il y a un enjeu d'objectivation. On ne fait pas tout ça pour rien. Vous avez nommé des sujets de qualité, vous avez nommé des sujets aussi de délai. Il y a des sujets environnementaux énormes sur lesquels on va. Moi, je dis maintenant, le hors-site, en fait, en termes de valeur ajoutée, ça ne dit pas la même chose qu'une construction standard. Vous êtes sur de la RE 2025, 2028, 2031. Vous êtes sur l'avenir, sur les enjeux de demain que le béton coulé ne sait pas faire. Vous êtes sur des délais, enfin bref, il y a plein de choses. On a l'habitude de regarder ça comme une construction standard, c'est pas tout à fait le cas, il faut l'accepter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des industriels derrière. On a assez peu parlé, mais comment vous sécurisez les industriels? Parce que tant que les industriels ne sont pas sécurisés, on va être sur du stop and go pour eux. Et on ne va pas arriver à harmoniser, stabiliser des pratiques. Donc il y a vraiment un enjeu d'accompagner la filière industrielle. Et ça ne se joue pas qu'à l'échelle là, on n'est plus à l'échelle nationale, on est pour moi vraiment à l'échelle régionale aussi, ça a été très bien dit. C'est pas du tout gênant si demain en Seine-et-Marne on construit avec du chanvre, qu'à d'autres endroits on est avec de la paille, qu'ailleurs on est avec du bois. Il faut qu'on utilise des ressources, et là il y a vraiment un enjeu de circuit court, pour que ça profite au territoire. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux en fait. C'est pour ça que le hors-site ne suffit pas de claquer des doigts pour que ça se fasse et qu'il y a encore de l'accompagnement à faire. Parce qu'effectivement, on parle de projets qui sont malgré tout un peu pionniers. Donc quand on est pionnier, on essuie aussi les plâtres de l'innovation, des nouvelles façons de faire. Et ce n'est pas qu'un sujet technique, c'est un sujet de coopération, un sujet de formation, un sujet de chacun dans le bout de sa chaîne de valeur, ça remet en cause une façon de faire qui a des dizaines et des dizaines d'années. Peut-être, avant de passer à la dernière séquence et de parler de l'appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé par le programme EduRénov, peut-être ce qui m'intéresserait pour tous ceux qui nous écoutent, vous qui avez lancé des projets, c'est peut-être de répondre à deux questions de manière brève. La première, c'est, et Jean-Michel Morin, je vais vous passer la parole en premier. C'est vrai. La première, c'est de se dire finalement quel est le principal bénéfice que vous avez pu observer du projet que vous avez mené, et puis quel est le conseil que vous donneriez aux élus qui nous écoutent, aux collectivités qui nous écoutent pour se lancer quand on n'a pas commencé, qu'on ne s'est jamais lancé dans cette démarche. Quel est le conseil qui vous paraîtrait éclairant? Sur la première question, quand on est élu, on se doit d'être humble. C'est-à-dire, on a des objectifs, on fait des promesses. Il faut être à la hauteur de la promesse, et il n'y a que la réalité qui nous dit si on est à la hauteur de la promesse. Donc oui, bien sûr, si on fait un bâtiment désirable dans lequel les enfants s'épanouissent, c'est plus facile quand même pour une école ou un réfectoire que pour des logements. Je tiens à le préciser. La verticalité est moindre. Et puis, clairement, un épanouissement de logement, c'est l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt général, comment on le manage, comment on amène une appétence et puis une désirabilité en intérieur et à l'extérieur, le fait qu'on soit bien, etc. Dans une société où il y a plus de repli sur soi, de plus en plus violente, etc. Donc, il faut vraiment, et c'est pour ça qu'il est essentiel que les archis soient à la hauteur du challenge, et les bailleurs également. C'est aussi le dialogue que nous pouvons avoir d'ailleurs avec des partenaires sur d'autres projets et où on défend le hors-site. Mais bon, eux défendent aussi la pérennité, puisque vous ne bâtissez pas. Et c'est pour ça aussi qu'il faut dissocier ceux qui industrialisent et qui font globalement des modules, qui font du préfat, et ceux qui veulent faire du hors-site. Attention, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes exigences, et ça, il faut être très très vigilant. Moi, j'avais noté, parce que j'avais posté à l'époque de la création de l'association sur LinkedIn, et donc je reprends. Donc en fait, suite à ce premier retour d'expérience, quelques points de vigilance. Les réalisations hors site ne doivent pas oublier d'être désirables, constituant des lieux de vie et d'usage. Elles doivent rechercher l'épanouissement de leurs habitants ou utilisateurs, volonté qui nécessite de bons architectes. Méfions-nous quand même des majors et de la préfabrication, de l'industrialisation. Vous savez que parfois l'artisanat, c'est un petit maire, mais l'artisanat c'est pas mal. Robuste et durable. Objectif qui passe par la qualité de réalisation comme celle des matériaux utilisés. Et le sourcing est hyper essentiel, tant sur les matériaux que sur les savoir-faire.
Sur la savoir-faire, j'aurais des choses à dire, mais bon, je pense que c'est pas le lieu. Mais il y a des exigences qualitatives sur... on construit différemment, mais avec peut-être plus de rigueur, tant en amont que sur le chantier. Alors il y en a qui sont à la hauteur, d'autres moins. Là, c'est une expérience directe que je suis en train de vivre. En résonance avec leur territoire, pour moi, c'est essentiel. C'est respectueuse du contexte urbain et des filières courtes locales. Leur site, avec des modules qui viennent d'Europe de l'Est ou d'ailleurs, c'est une réponse hors site, c'est du biosourcé, mais est-ce que c'est un modèle à promouvoir ? Il faut qu'on soit très vigilant sur ça. Et donc certaines dérives m'interpellent, comme celle de Ferralisé. Pour la petite histoire, j'avais été invité à la maison d'architecture donc à l'occasion, et j'avais été abordé par des archis qui me disaient c'est super, vous êtes un bon élu, vous faites du hors-site, c'est génial. Moi j'ai un truc génial, ça vient moins cher et ça vient d'Europe de l'Est. Mais c'est 3D, c'est du designé comme Adidas ou Nike en France. Non, l'enjeu, c'est nos territoires. L'enjeu, c'est l'économie circulaire, mais dans sa globalité, dans son écosystème. Sinon, leur site deviendra une caricature, ce sera le préfet d'avant, et les collèges Chalandon, etc., tout le monde sait ce qu'on en pense. Après, effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Il y a un sujet à travers la structuration de la filière de développement économique, de réindustrialisation et de porter des structurations de filières à l'échelle régionale. Là, on parle beaucoup de projets individuels portés dans les territoires, mais effectivement, pour avoir des projets individuels qui se démultiplient, qui passent à l'échelle, à un moment donné, se posera la question de la structuration de la filière. Non, les filières changent, mais la réflexion, la rigueur, l'ambition, la notion de réconcilier efficacité et désirabilité et fongibilité, durabilité de l'investissement sont les mêmes. C'est-à-dire que très clairement, par contre, ce qui nous a permis d'identifier le champ, c'est un vrai diagnostic de territoire avec tous les acteurs, sans dire lui, il est gros, il est intéressant, et lui, il est petit, parce que le champ, c'est les petits qui l'ont mené, malgré les gros. Et ce que je veux dire par là, par contre, effectivement, la contextualisation arrimera leur site à l'économie circulaire, arrimera l'archi, l'écosystème à faire différemment. C'est pas forcément rassurant pour les gros majors. Mais par contre, on répond à la fois à la problématique du logement, à la problématique de la forêt ou de l'agriculture en partie, et effectivement aussi tout ce qui est mobilité, transport, logistique, etc. Donc on voit bien l'enjeu. L'enjeu, c'est contextualiser. Il faut être en résonance sur le territoire. Je ne veux pas faire Armut Rosa, mais c'est un philosophe sur l'accélération qui est pas mal. Mais résonance avec le territoire. C'est-à-dire les réponses locales, mais liées au monde. Cathy Simon, quel conseil vous donneriez à vos collègues, qui pilotent les collèges dans des départements, soit qui pilotent les bâtiments publics dans les différents niveaux de collectivité ? Je crois qu'il y a avant tout une notion d'exemplarité. Ça a très bien été dit, c'est-à-dire que quand on est sur un territoire, un département, on se doit de valoriser nos filières et on se doit de travailler d'abord avec eux et de rechercher ce qui est le plus important pour notre territoire. Donc ça, c'est une première des choses à leur dire. Et enfin, nous, leur site a été très bien parce qu'on a répondu tout de suite à une exigence et il nous fallait faire quelque chose vite. C'est peut-être plus compliqué aujourd'hui quand on rénove ou on restructure de l'existant avec des archis qui ont eu des envolées architecturales dans les années 70-80 où le collège à rénover devient compliqué à rénover. Et là, leur site, on a encore beaucoup à travailler sur les notions de modularité, de matériaux biosourcés, etc. Parce que c'est compliqué de rénover un bâtiment, comme je vous le disais, avec un archi qui s'est lâché sur des demi-niveaux, sur des sous-sols, des toits terrasses. Il y a encore beaucoup de travail. Le tout, c'est de bien travailler en amont, c'est de faire confiance. Ça, ce sont des travaux qui sont du dialogue, de se mettre autour de la table pour savoir quel projet on veut pour notre territoire de demain. Et puis, c'est de s'y prendre relativement aussi à l'avance, parce que vous savez que les travaux ne sortent pas de terre comme ça. Il nous faut du financement. Le hors-site, pardonnez-moi de le dire, a coûté
plus cher que ce que nous faisons aujourd'hui en termes de rénovation, reconstruction. Ça a été pour nous une magnifique aventure, mais ça a coûté plus cher. Et nous, élus politiques, nous sommes des denrées périssables, comme je le dis, c'est-à-dire qu'on fait plein de promesses pendant un certain nombre d'années et qu'il faut tenir ces promesses. Et quand on est élu, on se doit justement d'être exemplaire. Donc, travaillons bien en amont pour mener un projet qui se voit pendant le mandat, ou alors qui voit le jour après le mandat, mais en tout cas qui voit le jour. Alors peut-être un conseil que vous donneriez à vos collègues. On parle d'exemplarité, de circuit court, j'en aurais plusieurs à donner, mais le temps va nous manquer. Il y a un premier élément, nous, comment dirais-je, qu'on a souhaité mettre en place dès le départ, c'est cette espèce de partenariat qu'on a construit avec les entreprises, mais surtout avec les enseignants, les associations de parents d'élèves et avec l'ensemble de l'équipe municipale, élus et techniciens. On avait un comité de pilotage tous les mois avec tous les élus, tous les techniciens de la commune. Moi, je me rendais très régulièrement sur les réunions de chantier qui avaient lieu une fois par semaine. On avait ce qu'on a appelé un conseil d'école qu'on réunissait tous les mois avec les enseignants et les parents d'élèves pour suivre la progression des travaux, pour qu'ils nous fassent remonter toutes leurs informations. Et on avait 2 personnes dédiées en permanence qui assuraient l'interface entre les enseignants, les parents d'élèves et nous, élus et techniciens de la commune. Ça a permis d'avancer en toute sérénité. Et le bilan, quand on fait le dernier conseil d'école là, au mois de juin, et que tous les enseignants, de manière unanime, nous disent « mais ça n'a plus rien à voir, on est dans une nouvelle école, il n'y a plus de bruit, il y a une température agréable. » On est dans les conditions optimum pour bosser. Si vous pouviez juste nous prévoir un petit occultant du côté du tableau, ce serait parfait. Voilà. C'est la seule remarque qu'on ait eue. Après, les résultats, ils sont aujourd'hui clairs. On a fait quasiment 80% d'économie d'énergie sans avoir encore mis en fonctionnement la centrale photovoltaïque de 600 mètres carrés. Le bâtiment, il va être autonome. On a récupéré les anciennes cuves qui récupéraient toutes les eaux usées pour les transformer, les reconditionner et nous permettre de récupérer tout ce qui est eau de pluie. La cour d'école, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 700 mètres carrés de la cour d'école qu'on a transformé en espace vert. Et là, on va faire les plantations puisque la bonne période arrive. Et on récupère toutes les eaux pluites de cette cour d'école. On a plein de besoins. On a un terrain de foot juste derrière. Bon, bref. Donc voilà, le résultat, il est super positif. Mais le premier conseil que j'ai tendance à donner, c'est organisez-vous pour avoir un management d'opération qui inclut tout le monde. Et à partir de là, on se donne toutes les bonnes chances de réussir. Voilà. Merci Céline. Peut-être pour tous ceux qui veulent se lancer, comment ils peuvent se connecter aussi avec l'association hors site, pour y faire quoi, comment, parce qu'effectivement on voit que c'est un souffle collectif qu'il faut donner à une nouvelle façon de faire de l'immobilier. Et quand on s'y prend, quels que soient les secteurs, les filières et les métiers, quand on commence à faire évoluer les pratiques, évidemment il faut réapprendre à collaborer différemment ensemble. Oui, c'est exactement ça. Donc l'association, c'est une plateforme où justement on essaye de faire progresser nos manières de travailler, de faire évoluer, de comprendre aussi qu'il y a une répartition de la valeur de chacun. Une entreprise générale, si elle fait du hors-site, ça veut dire que, y compris son chiffre d'affaires évolue. Enfin, il y a des vrais sujets derrière, y compris économiques. Donc c'est important de le faire tous ensemble, et c'est important qu'on ait des élus et des gens qui prennent ces risques et qui y aillent pour tracer des sillons. On l'a compris, le hors-site, ça s'improvise pas. Donc il faut aller chercher des sachants. Moi, j'ai surtout envie de dire ça, aller chercher des sachants. Et ça vient des faire accepter aussi de travailler tous ensemble, parce que sinon ça ne marche pas. Je voudrais juste rassurer sur une chose. Aujourd'hui, les industriels, les architectes, les bureaux d'études, il y a des sachants, il y a de la capacité à faire. Les usines, aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas en 2-8. Donc on peut tout à fait, et on peut doubler même, je pense, assez facilement la production. Donc l'outil industriel, il est prêt. Il y a des acteurs qui sont des sachants, il faut aller les chercher, il faut y aller. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on passe la parole à Nicolas Turca pour la dernière
la dernière session. Hop, je vous amène un micro. Est-ce qu'il y a aussi des questions à distance? On peut récupérer les questions aussi à distance. Oui, j'ai à distance. Alors, une question à distance, et puis après, je vous donne le micro pour la question dans la salle. Allez-y, allez. Bonjour, Jean-Jacques Corosec, Société Avélis. J'ai une question, c'est très bien résumé ce que vous avez fait, ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses. J'ai 2 questions, on va dire. C'est l'après. L'après, c'est ce que, concernant le lycée ou le collège qui a été fait dans les Hauts-de-France, la méthode projet marche, c'est-à-dire mettre des gens autour d'une table. Et quand on va voir ce qui se passe en Europe, il y a des réponses précises comme ça, qui s'appellent l'IPD, l'intégration du projet, en tout cas dans la méthode. Et est-ce que c'est pas une possibilité de contractualisation? Parce que la principale difficulté, c'est contractualiser. Alors peut-être, je ne sais pas si elle s'adressait à une personne en particulier, mais on a quelqu'un qui se porte volontaire pour répondre. La réponse du public et puis la réponse un peu du privé quelque part sur l'expérimentation de Triport. Donc, en fait, on a fait des macro-lots. On a fait des macro-lots parce qu'on avait une petite technicité sur la chaudière qu'on avait fait. Et on pensait que... Parce que quand vous faites des murs, en fait, des murs en chanvre, il faut un surbo qui soit bien fait, c'est au millimètre. Et puis, il faut une toiture qui assure derrière et qui soit bien arrimée. Et là, clairement, on avait identifié 2 entreprises. On a mis en concurrence, appel d'offres classique. Et on avait 2 binômes totalement qu'on connaissait. Un qu'on connaissait moins, celui qui l'a emporté. On a été plus qu'impressionné par une des 2 sociétés et moins par l'autre. Mais l'idée du macro-lot, c'est quoi? C'est que globalement, on est tellement dans le systémique, c'est-à-dire que, en fait, vous faites une interfaçage, c'est un écosystème, le mur, le support, avec toutes les gaines d'électricité, la partie des fenêtres aussi, c'est une partie à bien anticiper, il y a plein de petites subtilités. Et donc, on se rend bien compte aujourd'hui de l'importance non seulement du sourcing, mais de la méthode. Sur l'autre dossier, I3F qui est le bailleur, parce que c'est sur l'encre de lune, Écoquartier avec Grand Aménagement et puis I3F qui font partie des initiateurs de l'association filière, on fait un autre système. C'est-à-dire que globalement, ils ont choisi des porteurs avec un prix d'objectif et de sortie. Et puis après, alors pareil, ils ont quand même fait attention sur l'équipage. C'est-à-dire qu'il y a une société plutôt hype, start-up un peu, qu'il va falloir consolider, Banque des Territoires et partenaires, et on va dire également une société beaucoup plus connue, identifiée, etc. Donc, je ne donne pas les noms, mais vraiment, il faut être très vigilant. Par contre, là, et c'est aussi l'expérimentation qui intéressait beaucoup d'observateurs, c'est bien évidemment réglo, légal, mais c'est un montage différent et ce qui va être intéressant, c'est le prix d'objectif et la réalisation sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, le déterminant quand même, c'est la qualité et le prix. Mais on voit bien que sur le montage, et j'adhère totalement, il faut raisonner différemment quand on monte le projet. Le macro-lot permet quand même d'associer un tandem, mais par contre, nécessite aussi d'avoir un bon sourcing, parce qu'à un moment donné, quand vous attribuez un marché, il faut qu'il y ait des critères objectifs par rapport à ça. Peut-être on peut prendre une ou 2 questions à distance. Je complète juste sur une chose. À quand des livres blancs de Rex? Parce que dans l'industrie, on aime le lean. Et tout à l'heure, madame disait que c'était plus cher. En coût global, est-ce le cas? Et je pense que d'un côté, avoir du lean pour apprendre, de l'autre, avoir une vision au niveau national avec un marketplace en place, avoir une vision à 3-5 ans de projets qui peuvent sortir. Nous, en tant qu'industriels, c'est remplir notre pipe et y mettre l'argent pour investir. Donc, ce marketplace, Facebook le fait bien. À quand un marketplace sur des projets hors site? Peut-être, Céline, je te laisse
Noël, un ce sera élément pour Noël. de réponse. Alors, Et Célia nous lire des questions qui sont à distance ensuite. non, mais enfin, derrière, je vais être rapide parce que je pense qu'on a peu de temps, mais il y a un sujet commande publique sur lequel, quand on en discute avec la mission interministérielle à la qualité de la construction, elle nous dit il n'y a pas de sujet, en fait, c'est plus un sujet des usages. Donc là, il faut qu'on réapprenne à passer commande autrement. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et voilà, il faut qu'on lève les freins les uns après les autres. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a pas tant de freins réglementaires, juridiques, et tant mieux, parce que ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Il y a aussi du frein organisationnel, etc. J'en comprends aussi qu'il y a un enjeu à un moment donné d'harmonisation aussi, des pratiques. On ne va pas pouvoir former à 150 manières de travailler dans les entreprises. Donc il va falloir aussi que les industriels, à un moment donné, se mettent d'accord sur des procédés. Il va falloir aussi qu'ils expliquent un certain nombre de choses. Enfin voilà, il n'y a pas que des sujets, il y a des vrais et des faux sujets dans tout ça, mais il y a surtout des sujets d'apprentissage collectif. On prend une dernière question qui sera une question à distance et ensuite je vais laisser la parole à Nicolas Turca pour la dernière séquence de la matinée. Oui, donc je vous transmets les questions à distance. Il y en a deux, mais qui rejoignent celles qu'on a eues sur place. Donc sur le mode de contractualisation, notamment, il y avait comme demande de savoir ce qui avait été fait en Isère dans l'école, le collège Aubrac et aussi sur l'école de Rennes. Quel mode de contractualisation vous avez utilisé? Et rapidement, le rôle du hors-site sur l'atteinte des objectifs du décret tertiaire ou le fait de faire des bâtiments basse consommation. Dans quelle mesure le hors-site peut permettre d'atteindre ces objectifs? Je pense qu'on y a un peu répondu déjà, mais voilà. Merci. Peut-être le mode de contractualisation sur l'Isère. Nous, ça a été du classique. En fait, je vais juste quand même soulever une petite chose. On est quand même très contraints dans les marchés publics. On est très, très, très contraints. Rien n'est simple. On a aussi des délais légaux à respecter. Voilà. Donc, si on pouvait simplifier les démarches, je pense que tout le monde s'en porterait bien mieux. Tous ceux qui ont en charge de rédiger les appels d'offres, tous ceux qui ont en charge de répondre aux appels d'offres, parce que ça devient des usines à gaz. Voilà, justifier nos choix en effet. Il faut pouvoir travailler avec de bonnes pratiques, c'est-à-dire que quand on parle responsabilité sociétale, lorsqu'on parle régionalité, lorsqu'on parle utilisation des matériaux, lorsqu'on veut relever certaines entreprises du marasme dans lequel ils sont, parce que l'économie du moment n'est pas très bonne, il faut aussi pouvoir simplifier tout ça et lever des freins. Alors là, c'est pas notre niveau. La question était sur le mode de contractualisation. Le mode simple pour nous, le classique. Donc appel d'offres, marché, etc. Et de votre côté? Non, nous, c'était un crème. Conception, réalisation, entretien, maintenance, avec une garantie de performance sur 20 ans qui nous est assurée aujourd'hui par l'entreprise qui a été mandataire, qui était contractant général. Et je voulais réagir sur moi, je comprends les angoisses que peuvent avoir les industriels, mais je vais vous donner un exemple très simple. Nous, on en a fait on en a 3 qui sont prévus. Donc nous, on est déjà en train de dire au monde de l'industrie, à REM, il va y avoir 3 écoles qui vont être faites en fonction de nos moyens, selon ces procédés hors site. Et je termine là-dessus. Je vous parlais de notre opportunisme tout à l'heure. Il se trouve qu'on a répondu et qu'on a été retenu sur un nouveau appel à candidature pour tester ces fameux nouveaux marchés de performance globale à paiement différé. Peut-être qu'il y a peu de monde qui le sait là, mais depuis mars 2023, il y a un nouveau type de marché, qui vient d'être mis sur la table, si je puis dire, que personne ne connaît vraiment. Et nous, là, on va bénéficier d'un accompagnement, on va nous, entre guillemets, se faire financer une assistance à maîtrise d'ouvrage pour mettre en place, pour notre nouveau groupe scolaire, Joliot-Curie, même topo que celui-là, en moins pire, ce nouveau type de marché qui doit nous permettre, et à d'autres, d'apporter des solutions, notamment financières, à des communes qui sont pas fortement dotées, mais pour qui leur parc de bâtiments scolaires leur coûte, on me permettra l'expression, la blinde. C'est ce qui nous coûte le plus cher.
Alors c'est une transition parfaite avec un programme qui s'appelle EduRénov qui a vocation à accompagner la rénovation de 10 000 écoles en France, et je vais laisser la parole à Nicolas Turca de la Banque des Territoires qui va nous en parler. Je remercie beaucoup pour votre intervention et votre mobilisation et les exemples que vous nous avez donnés ce matin, et pour toutes celles et tous ceux, et on le répétera en conclusion, vous pouvez vous rapprocher de l'association de filière hors site évidemment, consulter tous les exemples de bonnes pratiques qui sont dans le guide, et on va basculer sur la dernière séquence dont va nous parler Nicolas Turca, qui concerne les bâtiments scolaires et éducatifs. Tout à fait. Si la technique est avec nous. Séquence rapide, ne vous inquiétez pas. Donc en gros, je suis Nicolas Turca, je suis le directeur du programme EduRénov, qui est un programme qui a été mis en place par la Banque des Territoires et ses partenaires pour simplifier, financer, accompagner les collectivités locales en matière de rénovation énergétique et d'adaptation climatique des bâtiments scolaires et éducatifs. Donc les 3 bâtiments qui ont été cités précédemment sont éligibles à EduRénov, et c'est la première chose. Le message, et je suis également très opportuniste, le message est nous serons ravis de valoriser et de documenter pour faire des retours d'expérience l'ensemble des projets qui ont été cités pour pouvoir les donner à d'autres. Et c'est aussi le sens de l'appel à manifestation d'intérêt qui vient. On essaye de créer un peu des communs aussi dans le cadre de l'avancement de la filière, donc c'est quelque chose qui nous importe. Le programme EduRénov, c'est 3 briques, donc il y a une brique de valorisation, retour d'expérience, justement, documentation. On filme beaucoup, on photographie beaucoup, on interviewe beaucoup, on ramasse beaucoup de témoignages, on documente. Aujourd'hui, on a presque une 50aine de projets là, documentés, qu'on commence à publier petit à petit. Et surtout à diffuser aux membres du programme EduRénov. Il y a 2600 personnes aujourd'hui, collectivités qui sont impliquées dans le programme EduRénov à travers les partenaires. Je pense à Acté évidemment, je pense à Flamme qui est le réseau des ALEC également, un certain nombre de partenaires, comme ça, le ministère de l'Éducation nationale aussi qui source un certain nombre de projets. Ça c'est la première brique, la valorisation, la documentation. La deuxième brique, c'est l'accompagnement technique. On va y revenir, on a vocation à accompagner les collectivités locales en matière d'accompagnement technique, les audits énergétiques, tout ce qui est préalable finalement à la maîtrise d'œuvre. Et puis également les montages juridiques et financiers. On finance l'accompagnement juridique et financier, notamment des fameux marchés à paiement différé aussi. Donc on est capable, en tout cas on est été impliqué, et Fininfra qui est l'entité qui met en place ces nouvelles méthodes finalement de financement, sont aussi le tiers financement, sont aussi partenaires du programme EduRénov, et donc on serait ravis d'accompagner la faisabilité d'un certain nombre de choses en la matière. Et puis enfin, on finance des projets. On finance en prêt et on finance en avance remboursable. Ce sont 2 produits assez connus. L'EduPrêt, donc, qui est le prêt long terme pour des rénovations globales, produit que les collectivités locales connaissent par cœur, évidemment, pas besoin d'en faire, qui permet également de couvrir des besoins de rénovation ambitieuses, souvent, ou des rallonges de projets. Ça nous arrive beaucoup en direction régionale aujourd'hui de financer des rallonges de projets, parce que l'ambition augmente ou qu'il y a des choses qui sont découvertes en cours de programmation. Et puis enfin, l'Intracting, qui est un projet, qui est un produit, donc qui est une avance remboursable sur 13 ans, qui est calé donc sur les économies d'énergie qui sont générées par les travaux réalisés. Donc il y a un couplage direct, économie d'énergie, économie financière, et qui permet de réinjecter, qui est quelque chose, un produit très attractif aujourd'hui. Le programme fonctionne très bien, comme on se l'est dit, 2600. On a beaucoup de demandes aujourd'hui sur le hors-site. Alors moi, vous aviez la chance d'avoir des gens qui étaient très allants dans leur site. Moi, je rencontre des gens qui sont très regardants et qui me posent beaucoup de questions. Et donc, on a un certain nombre de départements, notamment avec des bâtiments, des grands CAPEX, on va dire ça comme ça, et des grands bâtiments. On a beaucoup de ce type de collectivités qui viennent nous voir en disant « Et vous en pensez quoi ?»
Il y a les histoires en effet de coûts, il y a les histoires de temps, parce qu'évidemment l'argument du temps et de la rapidité est un argument clé dans nos histoires d'école, et donc d'école, de collège, de lycée d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose qui les questionne énormément aujourd'hui sur le terrain. Et donc, et c'est la diapositive suivante, tac, superbe, on lance un appel à manifestation d'intérêt dans... alors on est le combien aujourd'hui ? On va dire dans 15 jours. Dans 15 jours. Donc le 17 octobre. Le 17 octobre, il n'est pas complètement finalisé, voilà, mais il est là. Avec comme objectif finalement d'accompagner les lauréats à une étude d'opportunité et un plan d'action pour pouvoir justement s'acculturer et permettre d'avoir un premier niveau de discussion dans les différentes, donc d'entamer finalement la fameuse méthodologie dont on vient de discuter. C'est quelque chose qui est important. C'est évidemment à destination de collectivités qui ne sont pas au fait de ce sujet-là. Donc c'est les gens qui sont un petit peu en arrière du sujet. C'est une étude d'opportunité pour la rénovation hors site. Il y aura une visite de terrain évidemment, et puis le plan d'action qui sera décliné, qui couvrira un ensemble de sujets, les sujets techniques évidemment, juridiques et financiers. Voilà. À partir du moment où vous serez lauréat, vous rentrerez donc dans le programme également EduRénov et vous pourrez bénéficier aussi, les lauréats en tout cas bénéficieront du reste de l'ingénierie EduRénov pour embrayer sur la suite les travaux si ça les intéresse d'entamer là-dessus. Les niveaux de performance, c'est un des grands critères, évidemment, l'ambition finalement du projet. La part de travaux, évidemment, hors site et sur le total. Et puis la maturité, la qualité, l'équipe projet aussi, évidemment, à quel point ils sont capables d'embarquer. C'est quelque chose qu'on regardera. On a mis les projets concernés sur le côté. Il faut quand même une certaine masse critique, évidemment. L'idée, c'est aussi de vous présenter et de présenter aux porteurs de projets potentiels un peu plus en détail l'appel à manifestation d'intérêt. Pour ça, il y a 2 webinaires, 14 novembre, 9 décembre. La remise des candidatures, elle est le 31 janvier. Ça laisse le temps à la collectivité de se donner 3 mois pour pouvoir répondre correctement. On a essayé, et vous le verrez, et c'est pour ça qu'on est encore en train de bosser sur le sujet, de rendre un dossier assez court, mais avec suffisamment de critères pour pouvoir justement regarder les dossiers correctement. Et l'idée, c'est de commencer cette étude d'opportunité début mars, donc dans cette dynamique. Dans tous les cas, que vous soyez industriel ou que vous soyez collectivité, les industriels, n'hésitez pas à passer le message à vos clients, en tout cas, ou à vos prospects. Ça peut être quelque chose qui les intéresse. Et puis les collectivités, celles qui ont des projets de rénovation énergétique. Je ne parle que de rénovation. J'ai oublié de le dire au démarrage, mais c'est que de la rénovation. N'hésitez pas à nous contacter et de vous inscrire à EduRénov. Évidemment, je ne comprends pas que certains projets ne soient pas encore dans EduRénov. Donc, non, mais c'est en tout cas, vous pouvez bénéficier et ça peut permettre de passer le mot aux autres aussi, et à moindre frais, de documenter des projets innovants. Voilà. Peut-être trois choses pour conclure cette matinée. La première, donc on a un guide, donc n'hésitez pas à le télécharger. Il y a des exemples, il y a la façon dont on peut s'y prendre. Il y a un certain nombre de propositions sur les montages contractuels ou en tout cas les bons montages juridiques et financiers. On a une association nationale qui a vocation à fédérer les acteurs, à réfléchir tous ensemble et à progresser collectivement. Puis on a un appel à manifestation d'intérêt, dont vous avez les modalités sous les yeux. Le rendez-vous, c'est le 17 octobre, et ensuite vous participez au webinaire de présentation. Et peut-être, je te laisse la parole, Diane, pour le dernier mot de conclusion. Pour conclure rapidement, je souhaiterais vraiment remercier tous les contributeurs à l'étude, que ce soit nos AMO, l'ASSET, Hors-Site Conseil, mais aussi toutes les personnes en interne au sein de la Caisse des dépôts qui ont participé à ces entretiens préalables de réflexion et puis à l'élaboration du guide. Aussi un grand merci à l'écosystème qui s'est mobilisé. On a une 12aine de monographies et à chaque fois ces monographies ont aussi été relues
par les maîtrises d'œuvre, par les maîtrises d'ouvrage, par les architectes. Et donc, je tiens aussi à les remercier. Christophe l'a indiqué, n'hésitez pas à télécharger le guide. N'hésitez pas aussi à rester bien alerte sur l'AMI en ingénierie qui sera donc lancée officiellement le 17 octobre. Merci aux personnes en ligne. Et puis, pour celles et ceux présents, je vous invite à continuer les échanges dans l'espace de convivialité web. Merci, bonne journée. Bonne journée, à bientôt.